La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec nos esprits libres aujourd'hui, 8h42 sur Radio Classique, Maître Sophie Obadia et Maître Nicolas Bavrez. J'insiste sur le titre, puisqu'on a deux avocats aujourd'hui et qu'on célèbre au Panthéon un avocat. Et quel avocat? Ancien ministre de la Justice également, Robert Badinter. Ma première question est toute simple. Quand on est avocat et qu'on panthéonise Robert Badinter, à quoi on pense? Est-ce qu'on pense à son métier? Est-ce qu'on pense à l'homme? Est-ce qu'on pense à la République qu'il a si bien servi? Qu'est-ce qu'il incarne pour les avocats que vous êtes? Sophie Obadia. Alors évidemment, c'est la statue du commandeur pour nous, nos autres avocats. Vous savez que pour les avocats pénalistes dont je suis, c'est la grande tradition. Robert Badinter, c'est quasiment le chef-d'œuvre de la défense. Voilà. Donc on ne peut pas dire quoi que ce soit de négatif contre Robert Badinter parce que son œuvre est incommensurable, évidemment l'abolition, mais plein d'autres choses. C'est lui qui s'est intéressé au statut des Juifs au barreau de Paris, par exemple. C'est lui qui a prévu que la loi Guessot viendrait condamner. Il a d'ailleurs plaidé contre Faurisson. C'est lui qui a imaginé aussi la loi de 1985 pour protéger les victimes d'accidents de la route. C'est lui qui a pensé que les QHS, les quartiers de haute sécurité dans les prisons, étaient intolérables. Et puis j'en ai parlé ici il y a pas longtemps. C'est lui qui avait dit également que l'association de malfaiteurs qui allait se répandre d'un crime vers le délit, et qui allait devenir la peine dont on a énormément parlé ces jours derniers, eh bien, était sans doute liberticide. En réalité, Robert Badinter, c'est l'avocat de la dignité, et pour nous c'est essentiel, et c'est l'avocat de la liberté contre la sécurité. Et je vous dirai peut-être tout à l'heure en quoi aujourd'hui il est sans doute démodé, puisque c'est la sécurité qui prime sur la liberté. Nicolas Bavrez, on n'a que des éloges sur Robert Badinter, mais bon, l'esprit critique n'est pas inutile non plus. Fut-il un bon ministre de la Justice? La particularité de Robert Badinter, c'est que il incarne effectivement la défense, mais il incarne plus généralement le droit. Et dans un pays qui a la religion de l'État plus que du droit, dans un pays qui a plus la religion de l'égalité que le sens de la liberté. Et ce qui est particulier chez lui, c'est que, on vient de le dire, avec Henri Leclerc, c'est sans doute les deux plus grandes figures en matière d'avocat et d'incarnation de la défense. Il a été aussi garde des Sceaux. Il a été président du Conseil constitutionnel, donc il a été juge, et il a été sénateur, donc il a été législateur. Donc, en fait, c'est vraiment une vie où il a occupé toutes les positions qu'on peut occuper autour du droit dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Il n'a pas été professeur des universités ou agrégé de droit public. Il a enseigné. Il a enseigné. Il a commencé en enseignant et il est agrégé. Vous avez raison, j'ai oublié cette dimension, mais qui existe aussi. Donc, il couvre vraiment tout le spectre. Pour revenir à ce qui a été dit, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, finalement, tout ce pourquoi il s'est battu se trouve complètement en porte-à-faux. C'est-à-dire que au cœur de la crise des démocraties aujourd'hui, il y a la crise de l'état de droit. C'est évidemment vrai aujourd'hui aux États-Unis, où normalement ce pays a été construit autour de la Constitution comme garante de sa démocratie. On voit aujourd'hui que la Constitution est violée tous les jours, que la Cour suprême a renoncé très largement à accomplir sa mission, mais également, en Europe, on a aussi des débordements. D'un côté, la démocratie libérale, et d'une manière générale, c'est vrai que en France, on a une dégradation qui est spectaculaire, notamment dans les atteintes aux droits de la défense qui sont assez stupéfiantes. Quand on peut condamner des gens sur la base d'écoutes qui sont faites entre un client et son avocat. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Il faut être clair, on est en Union soviétique. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a plus de capacité à défendre. Et c'était quand même... C'est pour ça que ce procès Henri est aussi important et qui continue à juste titre à fasciner. Pourquoi ? Le procès de Patrick Henry. De Patrick Henry. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'abolition derrière. Mais surtout, ce qui est au cœur du métier de la défense, c'est que défendre un assassin d'enfant, c'est défendre l'indéfendable. Et pourtant,
il faut que ce soit fait pour deux raisons. Parce que, quels que soient les actes commis par des hommes, ça a été commis par des humains. Et donc, ils ont droit, on doit rappeler, on ne doit pas les exclure de l'humanité. Sinon, on nie nos propres valeurs. Et puis, parce que précisément, dans l'état de droit et dans la justice, toute personne doit être défendue, quel que soit le caractère horrible, voire barbare, des actes qu'elle a pu accomplir. Et ça, Robert Badinter l'a incarné au plus haut point. Et ce qui est effectivement paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de le faire entrer au Panthéon. Alors, j'allais dire, le paradoxe va être aussi horrible avec Marc Bloch, que Emmanuel Macron, qui a ruiné la France, fasse rentrer au Panthéon Marc Bloch, l'homme de l'étrange défaite, et qui a été à la fois un très grand historien, un très grand résistant. Honnêtement, il y a un côté obscène. Il y a un télescopage d'actualité et de situations politiques avec... Malheureusement, c'est le... voilà, on ne choisit pas, mais il y a effectivement un télescopage aujourd'hui qui est extrêmement rude entre l'effondrement du pays, l'effondrement de ses dirigeants, mais qui est un effondrement intellectuel et moral, et ses cérémonies. On va y venir à La France qui tombe, du titre de votre best-seller, mais pas tout de suite. Sophie Obadia, j'ai un commentaire d'un auditeur qui nous dit la peine de mort a certes été abolie, mais pas pour les victimes. Et il y a derrière ce commentaire, qui peut être très discutable, mais il y a quand même quelque chose qui dit que finalement, la panthéonisation de Robert Badinter, ça n'est pas un sujet universel, et c'est pas un sujet qui touche tous les Français. Alors, si, je pense que c'est un sujet universel, parce que tu ne tueras point, c'est un sujet, je dirais, essentiel. C'est-à-dire que lui, il a quand même su incarner l'idée, parce que c'est un intellectuel qui incarnait. Il faut savoir qu'avant de plaider, en général, il était pris de vomissements épouvantables. C'est un type qui vraiment vivait la défense de l'intérieur, physiquement, corporellement. Et il disait, couper un homme vivant en deux, c'est inconcevable. Et réellement, quand je l'entends dire ça, ou quand je le lis, je sais que c'est inconcevable. C'est comme le couloir de la mort, attendre la mort tous les matins, savoir si c'est aujourd'hui ou demain, c'est une torture, c'est une barbarie. Et vous l'avez vu d'ailleurs récemment aux États-Unis, la veuve de cet influenceur, entre guillemets, assassiné, qui a dit qu'elle pardonnait, alors que d'autres sont dans la vengeance, œil pour œil, dent pour dent. Robert Badinter, au-delà de la lutte pour la dignité, c'est la lutte pour cette humanité. Vous avez raison, c'est même pas le fait d'avoir le droit d'être défendu. Ça, j'ai presque envie de dire, ça nous est proposé à nous autres avocats comme une obligation. Non, c'est que de vivre dans sa chair l'idée qu'on va tuer au nom de la justice, c'est inconcevable. Et ça, c'est un combat. Alors, j'entends ce que vous voulez dire. Est-ce que les Français sont encore d'accord avec ça? Ils le sont toujours. Il y a plutôt une majorité pour l'abolition définitive de la peine de mort, qui serait très difficile, quasi impossible de remettre en place en France. Donc je pense que on ne s'adresse plus de la même manière aux Français. Et j'en profite pour dire que d'avoir supprimé la cour d'assises, Éric Dupond-Moretti est passé par là, c'est une faute. C'est une faute, à mon sens. Pourquoi ? Parce qu'on doit parler au peuple. Et le peuple, ce sont les jurés. Et précisément, aujourd'hui, parler de peine, quand on plaide pour une peine, quand moi je plaide pour diminuer la peine, on est tous des Robert Badinter, c'est-à-dire qu'on est en train de dire « Donnez-lui la dignité, en détention, ce n'est pas digne, il n'y a rien à y faire ou pas ou quel est le temps qu'il doit y passer ?» C'est ça le combat qu'on mène. J'ai une question que je vous pose à tous les deux, un peu iconoclaste. Je l'ai posée à Jean Garrigue. Est-ce que aujourd'hui, en France, dans l'histoire de France, un grand avocat est nécessairement de gauche ? La réalité est que oui. Oui, bien entendu. On pense que les libertés publiques sont de gauche parce que, encore une fois, on parle de Robert Badinter et des émules. Vous avez parlé d'Henri Leclerc notamment. Parce qu'on a vécu pendant 50 ans sous ces idées-là. Mais là, on est en train de vivre un Big Bang, je vous en ai déjà parlé, on est en train de renverser la table. Les idées qui consistaient à dire pas de prison, enfin, vous voyez... C'était des idées Michel progressistes. Foucault, etc., voilà. C'est fini. Ok, mais Nicolas terminé. Bavrez, moi, ça me sidère quand on me dit les grands avocats qui ont marqué l'histoire étaient tous de gauche. C'est ce que vient de faire Sophie Obadia. Parce que c'était avant les attentats. Non, mais vous êtes d'accord ou pas ? Je crois que c'est pas tout à fait vrai historiquement. Et par exemple, sur l'abolition, je rappelle cette idée que les libertés sont forcément à gauche et la sécurité à droite, que ça n'est pas exact. Dans l'abolition de la peine de mort, il y a eu au Parlement, il y a eu un point qui a été très important, c'est que des hommes, par exemple, comme Séguin et Chirac ont pris position pour l'abolition. Ils n'étaient pas avocats.
Et non, mais il n'était pas avocat. Mais si vous voulez, l'idée implicite, ce que je disais, c'est que il y a finalement une division du monde. La liberté est à gauche, la sécurité à droite. Fort heureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Jules Mock n'était pas un homme de droite. J'en viens à la une du Point, auquel vous contribuez, Nicolas Bavrez. Le président doit partir la tête haute et il y a une grande tribune où vous lui adressez ce conseil. Alors vous n'êtes pas un régicide, il ne s'agit pas de couper la tête au président de la République, mais de lui montrer la sortie. Est-ce que ça n'est pas un coup de boutoir immense dans les institutions que de demander le départ d'un président de la République de la Ve République avant le terme de son mandat? Est-ce que c'est pas faire du mal à l'institution présidentielle à laquelle, visiblement, les Français sont encore attachés? Écoutez, je crois que le général de Gaulle avait un peu le sens des institutions, qu'il en connaissait la lettre et l'esprit. Et quand, en 1969, il a décidé de partir après le référendum perdu sur la régionalisation et la réforme du Sénat, je pense que ça montre qu'il y a des circonstances où un président de la République peut et doit se retirer parce que précisément c'est la manière de respecter notre Constitution. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je pense qu'il y a une situation qui est complètement effectivement bloquée, la crise que l'on connaît. Donc finalement, il y a une solution qui est la solution de Racro qui se dessine, nommer un nouveau Premier ministre qui va apparemment on va déposer auprès du Parlement un budget, un projet de budget que ce Premier ministre n'aura même pas lu. Bon, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de revenir auprès des électeurs. Il y a deux solutions. La dissolution. La dissolution, c'est des élections législatives en 3 semaines. C'est une prime énorme donnée aux extrémistes. Et donc, dans les extrémistes, le Rassemblement national aura clairement un avantage. Et ça ne règle pas le problème. Ou alors, effectivement, une élection présidentielle, mais pour inciter... L'idée, ça n'est pas, parce qu'il y a là aussi un délai de 45 jours, c'est une démission qui permet d'organiser le débat, donc de l'annoncer à l'avance, mais de le faire après les municipales, ce qui permet d'organiser aux forces politiques de s'organiser et d'avoir un vrai débat démocratique qui n'a pas eu lieu, je le rappelle, en 2022. Plus de Nicolas Bavrez dans Le Point cette semaine. Je vous remercie tous les deux, chers esprits libres. Sophie Obadia, Nicolas Bavrez, à très bientôt. Franz-Olivier Gisbert revient la semaine prochaine et puisqu'on parlait de grâce, voici une chanson de Barbara, femme de président dans la chanson, qui se demande si elle ne va pas solliciter la grâce présidentielle pour un criminel qui est, ma foi, très mignon.